J'ai même fait un rêve, il y avait une fille, et moi je courais vers elle. J'ai toutes les maisons, je ne porte plus de nom. Je suis seul sur la terre. Il y a bien des fusées, mais pour les faire marcher, je ne sais pas comment faire. Je suis là, comme un con. J'ai téléphoné à l'horloge parlante, elle m'a annoncé qu'il était déjà 22h30. Alors j'ai choisi le plus grand hôtel pour y passer la nuit, et j'ai laissé la fenêtre ouverte. J'ai toutes les maisons, je ne porte plus de nom. Je suis seul sur la terre. Il y a bien des fusées, mais pour les faire marcher, je ne sais pas comment faire. Je suis là, comme un con. Si encore on était deux, j'aurais aimé survivre, mais déjà je me sens vieux, je m'en vais les suivre. Car vivre sans eux, ce n'était plus vivre. Alexandre Révérend chantait, ça s'appelle Le Seul Survivant. Alors les humanoïdes en France, tiens, on va commencer par ça si vous voulez bien, parce que ça nous concerne tous finalement, on peut être un petit peu chauvin de temps en temps. Et on va commencer aujourd'hui par une lettre, je vais vous la lire, enfin je vais vous en lire une sorte de résumé. J'ai pris des notes rapides sur cette lettre, mais qui est quand même très longue, qui date du 7 novembre 1954. Cette lettre a été adressée à l'époque au directeur d'un journal. Et voilà ce que disait en gros le texte. Monsieur, mon métier m'oblige à travailler dans la nature. Et voilà ce qui s'est passé le vendredi 5 novembre 1954 sur le territoire de la commune de La Roche en Brénil, c'est dans la Côte d'Or, à 3 kilomètres au sud de cette ville, dans les prés qui bordent la route nationale Paris-Nice. Un petit jeune homme qui travaille avec moi et qui a donc 13 ans, me fait remarquer, à 500 mètres de nous, à peu près, une masse énorme, grise, en bordure du bois qui se détache nettement sur les feuilles jaunes. Il était 10h09. Vous voyez que c'est une lettre très précise, il y a beaucoup de détails dedans. Le correspondant anonyme, parce que je peux vous dire tout de suite qu'il n'a jamais donné son nom, continue. Je me précipitais avec le gamin en direction de l'objet. Après 100 mètres, nous avons aperçu des lueurs oranges autour de la soucoupe. J'ai pensé immédiatement que c'était une soucoupe volante. Je suis retourné alors, dit-il, chercher ma serviette qui contenait un appareil photo format 6.6 et nous sommes revenus, nous avons couru très vite vers l'engin, mais en passant par le bois pour éviter d'être vus. Et il décrit après la scène à laquelle ils ont assisté. Ils étaient à peu près à une centaine de mètres de cette soucoupe volante. Et là, je continue la lecture de la lettre. Un homme était dehors, à 5 mètres de l'engin. Il portait une combinaison incolore d'apparence matière plastique. Les épaules étaient très développées. Il avait dans le dos de sa combinaison une sorte de renflement, quelque chose qui faisait une sorte de bosse. Et il avait aussi un casque gris foncé d'un diamètre d'à peu près 40 cm. L'homme en question mesurait 1,50 m, il tenait sur sa poitrine une cassette d'un noir brillant, il se déplaçait dans tous les sens dans un rayon de 3 mètres, le manège a bien duré 10 minutes, dit le correspondant.
La soucoupe, elle, faisait à peu près 9 mètres de diamètre. J'ai fait un croquis d'après les photos que j'ai prises, et on peut y voir que s'échappait de l'engin une faible lueur qui était tantôt rouge, tantôt vert. Il explique alors qu'il prend coup sur coup les 7 photos qui restaient sur le film qui était engagé dans son appareil. L'homme ou l'humanoïde, appelez ça comme vous voulez, repart à ce moment-là à la soucoupe et il y pénètre par une porte qui est située en dessous, à la base. 2 autres humanoïdes en sortent. Le témoin peut apercevoir à l'intérieur de la soucoupe une sorte de lueur très, très vive. À ce moment-là, il faut dire que le premier mouvement de surprise passé, il a très peur, le gamin aussi, dit-il. L'un des 2 hommes tenait quelque chose qui ressemblait à un pistolet mitrailleur dont le canon partait en s'évasant. Je continue la lecture de cette lettre. Le second avait une boîte blanche, grosse à peu près comme les 2 poings, et les 2 humanoïdes auraient rejoint l'endroit qu'avait quitté le premier. Il lui tournait le dos à celui qui a écrit la lettre et il dit je n'ai pas pu voir ce qu'il faisait, mais j'ai vu une fumée bleue s'échapper. À ce moment-là, le jeune homme de 13 ans s'est mis à courir comme un fou vers la route nationale et un faisceau de lumière a été émis par la soucoupe volante, l'a rattrapé, si vous voulez. Il y a une sorte de sifflement à ce moment-là et le garçon a été comme paralysé. Et pendant qu'il était complètement prostré, après ce sifflement, la soucoupe a décollé à la verticale de l'endroit. Ensuite, donc, le correspondant qui a écrit cette lettre dit « J'ai rejoint Michel ». Michel, c'est le prénom du garçon de 13 ans en question. Il avait un genou à terre, sa figure le piquait, et il ne tenait plus sur ses jambes. Et puis, ils sont retournés à l'emplacement de l'engin, où ils ont découvert que l'herbe avait été brûlée, la terre était comme de la cendre sur un rayon de 3 mètres, dit-il. Il était à ce moment-là 10h55. Je vous rappelle que tout avait commencé à 10h09. Et puis, plus loin, et ça c'est une partie assez fantastique de cette lettre anonyme, plus loin, dit le correspondant, j'ai retrouvé une partie de la boule blanche que j'avais aperçue. C'était un genre de coton hydrophile, mais après l'avoir ramené chez moi, d'abord j'ai constaté qu'il pesait très lourd, comme du plomb. Je l'ai pesé à la maison. Il faisait exactement 428 grammes. Et il y avait également, à côté de cet objet, une sorte de poudre jaune que le témoin a fait analyser par un chimiste de sa connaissance. On lui a dit que cette poussière était composée en majorité de nitrate d'argent. Donc, sur les 7 photos qu'il avait prises, 4 seraient très nettes et, dit le correspondant, toujours après agrandissement, on distingue l'homme. On peut même penser que sous la combinaison en plastique, ses vêtements auraient été vraisemblablement noirs, mais il est impossible sur la photo de distinguer la tête. Voilà donc à peu près les détails. Là, je relis la fin pour voir si j'ai rien oublié. Il dit non, simplement, ces pièces à conviction, je ne vous les envoie pas, je les garde pour moi, parce que on tourne trop facilement en ridicule les témoins de pareille aventure, mais je voudrais dire au public que les soucoupes volantes existent, qu'elles viennent d'une autre planète ou pas, je n'en sais rien. Mais en tout cas, je peux dire que ce rayon en question que j'ai vu en action peut être une arme absolue. Le gosse a été stoppé quand même à près de 80 mètres de l'engin. Et puis le correspondant termine en disant « Je ne suis pas un fou, j'ai toute ma raison. Et un jour peut-être, si le besoin s'en fait sentir, je pourrai prouver ce que jusqu'à présent la majeure partie des gens considèrent comme une hallucination. » Voilà, l'auteur de la lettre s'appelle Raymond R. Il n'a jamais donné son nom. Le garçon, on ne connaît que son prénom, il s'appelle Michel. Et depuis 1954, depuis novembre 1954, cette personne ne s'est jamais fait connaître. Vous pensez bien que tous ceux qui s'occupent de soucoupes volantes, et puis à commencer d'ailleurs par l'équipe de cette émission, on aimerait bien rencontrer un personnage qui pourrait nous expliquer cela. Peut-être que les choses quand même ont un peu évolué, on ne sait jamais, qui sait. Il y a des miracles à la radio de temps en temps. Si cette personne nous écoute, eh bien on aimerait bien qu'elle prenne contact avec nous. On va retrouver tout de suite Joël Ménard. Joël Ménard, je vous l'ai dit au début de l'émission, c'est un garçon qui est professeur de mathématiques et puis sur son temps libre, eh bien, il est enquêteur bénévole. Il a longtemps travaillé, je crois, avec le GEPA, justement, on parlait de René Fouéré hier. Et ensuite, eh bien, il a continué ses recherches pour son compte personnel. Et Joël Ménard est venu nous voir avec un très volumineux dossier qu'il a constitué ces derniers mois sur les humanoïdes en France. Il s'est donc attaché à retrouver les témoins d'un certain nombre d'affaires, non seulement de soucoupes volantes, mais d'atterrissage, et puis a fortiori donc pratiquement de contact visuel. Il a collectionné toutes les informations qui décrivaient des humanoïdes en France. Et la première question qu'on lui a posée, parce qu'il faut bien être un peu l'avocat du diable quand même de temps en temps, c'est de savoir
comment il faisait, lui, en allant quelque part en France, rencontrer un monsieur qui racontait une très belle aventure, comment est-ce qu'il pouvait savoir si ce personnage lui racontait des blagues ou s'il était sérieux? Il y a des gens qui vous racontent avoir vu des soucoupes volantes de près, et puis même avoir vu des personnages en sortir, et ces gens-là, visiblement, on ne peut pas les croire, hein. Nous, l'impression qu'on a, c'est que ces gens-là, qu'on appelle des mythomanes, on sait les détecter. Je prétends pas, bien entendu, qu'on les détecte effectivement dans tous les cas, mais disons qu'il y a une petite frange de cas dans lesquels, pour nous, il n'y a pas de doute. Je connais des gens qui m'ont raconté des histoires vraiment merveilleuses, entre guillemets, fantastiques, avec des tas de détails. Il y a toujours des tas de détails dans ces témoignages-là. On ne les croit pas, c'est pas possible, hein. J'ai vu des exemples qui étaient vraiment hallucinants, proprement incroyables. Et on a l'impression qu'en fréquentant les témoins, on arrive, disons, à acquérir un petit peu le sens de ce qui nous paraît être crédible et puis de ce qui ne l'est pas du tout, hein. Mais encore une fois, ces histoires que nous, on considère en relevé de la mythomanie, ça ne nous paraît pas concerner plus de 5 ou 10% des témoignages. Voilà, 5 à 10% donc de témoignages dont on peut penser au départ qu'il s'agit d'un canular ou disons d'un témoignage d'illuminé. Il reste quand même pas mal de cas où des gens normalement constitués sont bien forcés de dire qu'ils ont vécu un événement tout à fait extraordinaire, incroyable justement au sens propre du terme, et que pourtant ils ont vécu. Alors, Joël Ménard a raconté à François Étoin une de ces histoires qu'il considère parmi les plus crédibles. Ça s'est passé le 5 octobre 54 à Loctudie, dans le Finistère, ou plus exactement à l'Arvor. L'Arvor, c'est un quartier de Loctudie. Ce qui est curieux d'ailleurs, c'est que quelques heures plus tôt, il y avait eu une observation également d'humanoïdes, également en Bretagne, à 120 km de là. C'est pas si fréquent, parce que des cas d'observation d'humanoïdes en Bretagne, on en connaît, il me semble, que 4. Hein. Parmi ces 4, il y en a donc 2 qui sont séparés de simplement 3 ou 4 heures, pas plus. Il y avait un ouvrier boulanger, Pierre Lucas, qui était en train de faire ce que fait tout ouvrier boulanger la nuit, c'est-à-dire qu'il faisait son pain, et à un moment il a eu besoin d'eau. À l'époque, son fournil était mal équipé, il n'y avait pas d'eau dans le fournil même. Il était obligé de sortir et d'aller à une vingtaine de mètres puiser de l'eau dans une pompe, qui existe toujours d'ailleurs. Alors il est sorti avec 2 grands seaux, il a été remplir ces 2 seaux à la pompe, c'est une pompe à main, vous savez, qu'on soulève. Et puis quand il a eu fini de remplir ces 2 seaux, il a commencé à se rapprocher de son fournil, et là il a vu, vers le sud, une lumière qui s'approchait dans le ciel très vite. Il la voyait très bien, puisqu'il était 4 heures du matin, il faisait complètement nuit. Il a vu que cette lumière se rapprochait très vite de lui. Il a eu à peine le temps de parcourir quelques mètres, et puis la lumière, qui lui paraissait d'abord lointaine, était devenue très proche. Alors il a eu peur. Alors il a accéléré, il a fait les quelques derniers mètres aussi vite qu'il a pu,
Et quand il est arrivé à 2 ou 3 mètres de la porte de son fournil, il a vu la lumière, plus exactement ce qu'il y avait dans cette lumière, parce que là, il distinguait les détails. Il a vu ça se poser à une quinzaine de mètres de lui, de l'autre côté de la route. Il faut vous dire que la route, à cet endroit-là, forme un carrefour, donc elle est assez large, hein. Alors, de l'autre côté, dans le fossé, entre deux poteaux télégraphiques, une belle soucoupe de 7 à 8 mètres de diamètre peut-être, avec une coupole en forme de demi-sphère, s'est posée apparemment sur des jambes lumineuses, dans l'herbe, en bordure de la route. Alors il a vu ça pendant l'espace de quelques secondes, il était très paniqué, il a tourné le dos au phénomène et il a voulu rentrer dans son fournil. Il y avait 2 marches à descendre, il est arrivé dans l'embrasure de la porte, et à ce moment-là, il y a une main qui lui a touché l'épaule gauche. Alors, si cette main appartenait à un personnage qui était descendu de l'objet, vous voyez à quelle vitesse ces personnages sortent de leurs objets. Et ça, c'est une caractéristique qu'on retrouve dans beaucoup de témoignages. L'extrême rapidité et l'extrême aisance avec laquelle ces personnages sortent et rentrent. Quand cette main lui a frappé l'épaule, instinctivement il s'est retourné, et alors il a distingué, pendant un temps très court, un personnage de taille plus petite que la moyenne, de l'ordre d'1,50 m, quelque chose comme ça, vêtu d'une combinaison avec des poils, des grands poils, ce qui n'est pas tellement fréquent dans la description d'humanoïdes, mais on en trouve quand même d'autres exemples. Et alors, ce qui l'a le plus frappé, ce qui lui a le plus fait peur, peut-être, c'est que la tête avait un œil unique, ou une lumière, mais plus probablement un œil, situé au milieu du front. Il a eu l'impression de voir un petit personnage poilu avec un seul œil. Alors, de frayeur, il a lâché ses 2 seaux, c'était des seaux de 15 litres, qui se sont répandus le contenu s'est répandu dans l'entrée du fournil, et il s'est mis à hurler. Il est rentré et il a claqué la porte. Et puis il a hurlé en breton, il a appelé son patron, qui dormait à l'étage au-dessus. Alors le patron s'est réveillé précipitamment, et le témoin en bas criait en breton viens vite, avec un balai. Alors je ne sais pas si le patron a eu le temps de prendre un balai, mais en tout cas il est descendu précipitamment, et il a trouvé le type vert de peur, claquant des dents dans l'entrée du fournil, avec 5 ou 6 cm d'eau dans l'entrée. Il lui a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Alors l'autre lui a raconté, ils sont sortis, il n'y avait plus rien.
Voodoo, c'était Magma à l'instant. Alors, côté officiel maintenant, parce qu'il faut bien y venir aussi, je vous disais hier, il n'y a pas que des illuminés qui s'occupent de soucoupes volantes, il y a des gens tout à fait sérieux, et oui, si, et digne de foi. Je ne sais pas s'il faut avoir plus confiance d'ailleurs en un gendarme plutôt qu'en un cultivateur qui dit très sincèrement, j'ai vu ça en sortant dans mon champ, mais enfin, je ne sais pas si c'est le respect de l'uniforme ou les vieilles habitudes. En tout cas, on a tendance à penser qu'un gendarme ne s'amuse pas à raconter des fariboles. Bon. Mais il n'y a pas que d'ailleurs, il n'y a pas que les gendarmes, il y a aussi un groupement dont vous avez peut-être entendu parler, ça s'appelle le GEPAN, c'est le groupement d'études des phénomènes aériens non identifiés. Ça dépend du CNES, du Centre national des études spatiales à Toulouse, et c'est tout à fait sérieux puisque c'est un service public. Et alors malheureusement on ne va pas les entendre ce soir, il faut que je vous dise parce qu'on leur a téléphoné, mais ils n'ont pas jugé utile, je pense, de parler de leurs activités pour des raisons qui, je pense, leur sont très personnelles, peut-être parce qu'ils ne veulent pas publier encore le résultat des enquêtes qu'ils ont fait jusqu'à présent, mais en tout cas, c'est un service qui dépend du gouvernement français. Il y a une quarantaine de personnes, c'est multidisciplinaire comme groupe, il y a des biologistes, il y a des physiciens, des mathématiciens, des statisticiens, des psychologues, et il y a même, je crois le savoir, une équipe volante permanente, en alerte permanente, qui peut se déplacer un peu partout en France et arriver sur des cas d'atterrissage de soucoupes volantes qu'on leur signalerait. Qui leur signalerait la gendarmerie, par exemple, puisque, et là on va y venir, le commandant Cochereau, ici à Paris, la gendarmerie nationale, est chargé de recenser tous les cas qui lui arrivent venant des gendarmeries de tous les coins de France. Et je vous disais au tout début de l'émission, 80 000 cas à peu près recensés en 30 ans à travers le monde à propos de soucoupes volantes. Pour la France, modestement, depuis que la gendarmerie nationale s'occupe de ça, c'est-à-dire depuis 1974, ils ont à traiter à peu près entre 150 à 200 cas, 200 témoignages à propos d'apparitions d'ovnis. Et si vous voulez tout savoir, je peux même vous dire que depuis le début de l'année 1978, ça c'est le commandant Cochereau qui l'a dit à François Étoin, quand François Étoin l'a rencontré, il y a eu 134 témoignages qui se rapportent à 89 ovnis, entre guillemets. Alors, de quoi s'agit-il? Comment est-ce que la gendarmerie traite tout ça? Eh bien, le commandant Cochereau l'a expliqué à François Étoin. Écoutez. Il y a de tout. Alors effectivement, ça va de la lumière nocturne, de la grosse étoile, si vous voulez, à finalement quelque chose que l'on voit poser à terre. Certains font du bruit, d'autres ne font pas de bruit. On trouve toutes les formes, depuis le ballon de rugby dans le midi, le ballon de foot dans le nord. Il y a même des petits tonneaux, il y a des petits champignons, il y a évidemment l'éternelle soucoupe, ou le bol renversé, etc. Il est difficile de dégager vraiment une forme, disons, qu'on retrouve immuablement. C'est extrêmement variable. Je crois que ça dépend beaucoup du témoin lui-même. Alors évidemment, il y a quand même des faits marquants. Il y a des apparitions qui laissent des traces. Il y a des apparitions qui créent un choc émotionnel très important sur le témoin. Donc ce sont effectivement les quelques observations, disons, mais ça c'est à peu près 1 sur 4 ou 5 qui sont vraiment marquantes. Je crois que l'un des plus marquants qui s'est produit dernièrement, dans les quelques dernières années, c'est à l'île de la Réunion que ça s'est passé, où un témoin a aperçu un ovni, et ensuite on a été marqué pour, disons, quelques jours, pendant lesquels il a perdu, disons, la parole, il a perdu l'audition, et il est resté pratiquement aveugle également pendant 3 ou 4 jours. Bon, alors, lui, il décrit un engin avec 2 petits bonshommes, qui ressemblait d'ailleurs au Bibendum d'une marque bien connue de pneumatique. Ce qu'il a vu exactement, il est difficile donc de le décrire. Lui, il décrit ça comme une espèce de soucoupe renversée, effectivement, avec ces 2 petits êtres humanoïdes, je ne sais comment les appeler. Alors, les troubles qui ont suivi pendant les quelques jours après cette observation, ces troubles physiques, finalement, sont-ils dus à une réaction sous les deux de l'engin qu'il aurait aperçu et qui aurait pu l'éblouir, etc., ou avoir des effets secondaires, ou est-ce l'effet uniquement du choc émotionnel très important? Il m'est difficile de le dire, mais enfin, toujours est-il, il est certain que ce témoin a vu quelque chose qui... On a vu dernièrement un exemple dans les Yvelines où un témoin ayant décrit un atterrissage, a fait connaître son histoire autour d'elle,
les camarades de travail, etc., les voisins, les voisines sont venus sur place. Tout le monde a joyeusement piétiné l'emplacement supposé de l'atterrissage. On a averti les gendarmes locaux que le lendemain, lorsque les gens sont arrivés, il était absolument impossible de trouver quelque trace que ce soit. Alors cela dit, sur les 134, j'ai noté ça quelque part, oui, 134 cas arrivés à la gendarmerie nationale depuis le début 78, il y a eu, d'après le commandant Cochereau, 5 témoignages précis d'atterrissage, et il en a parlé évidemment avec François Étoin, puisque c'est, disons, tout chaud. Oui, alors j'en ai un là de la Gironde, qui est assez récent, puisqu'il date du mois de juin. Bon, il est intéressant, d'abord parce qu'il y a plusieurs témoignages. Il y a d'une part 2 jeunes gens qui étaient ensemble et qui l'ont vu, une lueur lumineuse, disons, partant du stade d'une commune à proximité de Bordeaux. Dans le même temps, un jeune homme, indépendant des 2 premiers, a également constaté, lui entendu un bruit, a vu une lueur. Et ils ont constaté, puisqu'ils étaient tous les 3 à la même commune, à 2 endroits différents, ont constaté également que l'éclairage public s'est éteint au moment où cette forme lumineuse, disons, apparaissait et montait dans le ciel. Bon, l'enquête a montré que l'éclairage public fonctionnait à l'aide d'une cellule photoélectrique et que donc on peut penser que la lueur émise, il y a effectivement eu une lueur qui a donc agi sur la cellule photoélectrique et a fait éteindre l'éclairage public, c'est donc très intéressant. Et il y a un 3e témoignage qui alors est pris par des gens qui circulaient en véhicule à 80 km de là et qui ont vu dans à peu près le même temps, disons, un engin lumineux qu'ils ont baptisé OVNI, qui se déplaçait sensiblement dans la direction justement de cette commune où nous avons eu donc les autres témoignages. Donc voilà quelque chose d'intéressant. Malheureusement, on n'a pas trouvé de traces, mais enfin, on a là 3 témoignages, si vous voulez, concordants sur le même phénomène. Et enfin, le fait que l'éclairage public se soit éteint montre qu'il y a effectivement eu une lueur à ce moment-là, qui agit sur la cellule photoélectrique. Donc c'est donc intéressant. Nous avons autrement dans la Drôme un atterrissage aussi au mois de mars, mais il n'y a qu'un seul témoin malheureusement. On fait état d'atterrissage, mais on n'a pas pu non plus là relever de traces. La même chose dans la Creuse. Nous avons eu au mois de mars également une apparition dans la Creuse avec certainement atterrissage, mais nous n'avons pas pu non plus là retrouver de traces. Et là aussi, il n'y a malheureusement qu'un seul témoin. À toi qui veilles sur l'ombre de mes nuits, je dédie cette heure qui me vient d'un très beau matin, où je laissais courir mon âme dans les blés, insouciance irradiée par la magie de l'été. Cœur de pierre, ciel ouvert, adolescent, chagrin, où le destin m'a condamné à errer incertain sur les chemins de l'oubli. Laisse le temps impatient tuer ta douleur. Et dis-toi qu'il n'est pas plus grand malheur que de laisser mourir le rire dans ton cœur à ta dernière heure, comme un déserteur. Donne ta vie à mort.
Un aviateur dans l'ascenseur, c'était Jacques Higelin. Est-ce que vous avez déjà entendu le décollage d'une soucoupe volante? Vous savez qu'on dit toujours que ça se passe sans bruit, sauf parfois une sorte de sifflement qui accompagne le décollage d'une soucoupe volante, ce que disent les témoins. Eh bien, ouvrez toutes grandes vos oreilles et écoutez donc ceci. Bien, ne nous faites pas dire surtout ce que nous n'avons pas voulu vous faire entendre, hein. C'est un clin d'œil quand même. C'est un clin d'œil parce que je dois vous dire qu'on a les plus extrêmes réserves sur l'origine de cet enregistrement. Enfin, il paraît que c'était enregistré en Suisse, quelque part, près de Montreux. Mais on est tombé là-dessus comme ça en faisant l'enquête sur les soucoupes volantes. Enfin, c'est plutôt François Étoin qui nous a rapporté ça. Et ben, on l'a ramené, puis on s'est dit qu'on allait faire écouter ça à Bertrand Méheux. Je crois qu'il va falloir simplement que vous approchiez un peu du micro, parce que je ne sais pas s'il est... Voilà, comme ça. Bertrand Méheux qui a écrit un livre qui s'appelle Science-fiction et soucoupe volante, qui est paru aux éditions du Mercure de France, préfacé, s'il vous plaît, par Aimé Michel, qui se fait rare d'ailleurs. Il participera pas à cette série d'émissions. Il en a un petit peu assez d'être monsieur soucoupe volante et il voudrait avoir le repos et le calme dans sa retraite. En tout cas, vous, Bertrand Méheux, j'ai voulu vous faire entendre ça aussi, non pas pour vous dire, voyez, que ça existe bien les soucoupes volantes, on a l'enregistrement d'un décollage, mais je crois qu'il y a de tout dans cette histoire de soucoupe volante. Il y a des choses qui ressemblent, il faut bien le dire, à de la science-fiction, à des bandes dessinées, à des mythes finalement. Et vous dites une chose dans votre bouquin, et je crois que Gougo, qui écoute l'émission d'ailleurs, qui va intervenir tout à l'heure, ça va lui faire un immense plaisir. Vous dites, tout se passe comme si un rêve était un jour sorti d'un livre pour arriver dans la vie. Oui, effectivement, c'est là le fond du problème. Il est absolument certain que tout ce qui est décrit par les témoins de soucoupe aujourd'hui a été décrit en détail par des écrivains oubliés dans les années 30 et même avant. Alors ça veut dire que vous êtes amusé, à faire une sorte de parallèle entre tout ce qui a été publié, les témoignages de gens qui ont dit « j'ai vu un matin telle chose, telle et telle chose, j'ai été enlevé par une soucoupe volante, ou ça faisait tel bruit, ou ça avait telle couleur », puis vous avez retrouvé ça dans des textes vraiment. Oui, c'est-à-dire je suis parti d'une intuition. Comme je suis amateur de science-fiction depuis très longtemps, je me suis rendu compte que j'ai compris comment ça fonctionnait. C'est difficile à expliquer comme ça. Et à partir de cette intuition, je me suis livré à un décortiquage absolument systématique de ce que j'appelle la panoplie des soucoupes. Alors, la panoplie des soucoupes, ça n'est pas seulement des objets vus dans le ciel ou même au sol, c'est un certain nombre de phénomènes physiques, psychiques, de détails très précis, etc., qui apparaissent en général, formant une structure bien précise, qui se répète généralement dans les cas rapprochés. Mais vous avez écouté tout à l'heure ce que disait Joël Ménard, par exemple, l'histoire de Loctudie, le boulanger, à qui quelque chose a mis la main sur l'épaule, qui était couvert de poils. Ça vous fait penser à la science-fiction, ça? Le cas que raconte Ménard, le cas de Loctudie, c'est un grand classique qui raconte bien en détail. C'est arrivé à un boulanger breton qui n'avait certainement pas lu de science-fiction, surtout en 1954. Mais le problème, c'est qu'en même temps, c'est arrivé à un tas de héros des années 30. Ils ont effectivement vu d'un engin posé en général dans leur cour ou dans leur jardin sortir de mystérieux personnages qui les ont paralysés, qui leur ont livré un message, qui étaient dans des tenues collantes, etc. La fiction a précédé le mythe, en général, de 70 à 30 ans. Oui, parce qu'il faut quand même dire qu'en 1930, par exemple, le terme soucoupe volante n'existait pas. Oui, l'objection qu'on m'a faite, mais qui émane de gens qui n'ont pas approfondi réellement la question, c'est que simplement les écrivains ont copié des observations réelles. Alors, il faut bien mettre une chose au point. Effectivement, le phénomène ovni est très vieux, mais sous sa forme moderne, bien qu'on ne puisse pas dire exactement quand il a commencé, il doit remonter à la fin du siècle dernier. Sous sa forme moderne, j'entends. Mais il est entré dans la conscience populaire en 1947 avec l'observation de 24 juin 1947 de Kenneth Arnold. À ce moment-là, le mot a servi un peu de détonateur. On pourrait dire que il y avait un contexte culturel qui était prêt.
Et ça s'est répandu comme une traînée de poudre, curieusement, avec une des premières grandes vagues d'observation qui a déferlé sur les États-Unis pendant l'été 47. Mais le phénomène était vu avant, mais par des gens qui l'intégraient à travers un contexte culturel. Moi, j'ai personnellement enquêté des cas, un cas qui a eu lieu pendant la guerre à Cluny, où on voit ce qu'on appelle maintenant un cigare de nuée, c'est-à-dire un phénomène bouillonnant qui se met à la verticale, d'où sortent de petites coupoles qui basculent et qui vont explorer l'environnement. Bon, eh bien, je connais une personne qui a vu ça en 1940, mais elle a cru que c'était un bombardier allemand en difficulté, d'où sautaient des parachutistes. Et elle a douté de ça lorsqu'elle a vu les coupoles en question remonter dans l'espèce de cigare qui s'est mis en position horizontale et qui est disparu derrière une colline. Donc vous voyez que le phénomène existait bel et bien avant 1947, mais il n'était pas entré dans la conscience populaire. Soit on le voyait, soit on l'interprétait à travers les critères du moment, soit on ne le voyait même pas. Mais alors, il y a une chose, je vous coupe, que j'ai lu ça avec beaucoup d'étonnement dans votre livre. Vous parlez d'une vague en Amérique en 1895, par exemple. 97. 97, oui, c'est ça. Et alors là, qu'est-ce que vous avez trouvé? Vous avez retrouvé des coupures de journaux de l'époque. Les gens voyaient dans le ciel des tas de choses, quand même. Alors, enfin, c'est pas moi qui ai enquêté cette vague de 1897. Elle est très bien connue. Elle a été décortiquée en détail par les spécialistes. Donc, pour simplifier, pour les auditeurs, en 1897, il y a eu une vague sans précédent d'observation sur le Middle West américain. D'énormes engins de structure baroque étaient vus survoler les villes, balayaient de projecteurs les attroupements de gens. On y voyait des fêtes, de la musique tombait du ciel. Ici et là, ils se posaient, enlevaient des animaux. Enfin, et ne croyez pas que ce soit un fantasme. On peut dire qu'il y a plusieurs dizaines de milliers de témoins. Certains objets se sont stationnés à faible altitude, au-dessus d'une ville, et des milliers de personnes s'assemblent dans les rues pour les observer. C'est un phénomène qui a déferlé sur tout le Middle West américain. On en retrouve la trace dans des centaines d'articles de journaux, etc. Plusieurs milliers de cas recensés. Et pourtant... de témoignages, je veux dire. Plusieurs centaines de cas. Et pourtant, ça correspond alors à quelque chose de... Vous m'y amenez. Le drame, si je puis dire, enfin, c'est que Jules Verne a décrit tout cela en détail une douzaine d'années auparavant, puisque Robur le Coquérant date de 1885 environ, et que la vague dont nous parlons est de 97. Alors, nous retrouvons les détails les plus incroyables. Par exemple, le comportement des vaisseaux. Ils aiment balayer de projecteurs les villes qui survolent. Ils aiment se poser et dire des choses aberrantes, se moquer des gens qui les observent. Les formes des engins, c'est exactement cette espèce d'engin baroque, évidemment incapable de voler, qu'imaginait Jules Verne dans les balbutiements de la technologie. Tout y est, même des détails absolument incongrus. Au début du roman de Jules Verne, on a, comment s'appelle-t-il déjà, le vaisseau, peu importe, est signalé par une musique qui tombe des cieux. Or, précisément, des témoignages font état, en 1897, d'une musique qui tombe des cieux, à l'époque où on ne connaissait pas encore le magnétophone ou la radio, etc. Oui, bien, il n'y avait pas autant de lecteurs de Jules Verne que ça en Amérique. Jules Verne était peu connu aux États-Unis à l'époque, et certainement pas des fermiers du Middle West américain. Alors, qu'est-ce que vous voulez prouver? Alors, quel est le déclic qui a fait que vous avez écrit ce bouquin? Parce que vous, ça ne veut pas dire tout ça que vous ne prenez pas en compte les témoignages des gens, si je vous ai bien compris. Bon, ça ne veut pas dire que les gens ne voient, ont des hallucinations. A priori, c'est le hasard qui m'a fait faire ça. C'est-à-dire que depuis l'âge de 12 ans, je suis un lecteur de science-fiction. J'ai emmagasiné des greniers entiers de cette littérature, à tel point que j'en suis un peu là maintenant, d'ailleurs. Et depuis 1970 environ, je fais des enquêtes. Pour le GEPA, j'ai fait également des enquêtes pour le GEPA. Et donc, je fréquente la lisière de ce phénomène. J'ai touché du doigt des traces au sol, j'ai vu des témoins traumatisés, des branches calcinées. Je peux vous assurer que c'est parfois bigrement concret. Donc, je ne suis pas un démystificateur, comme on pourrait le croire, comme pourraient le croire, par exemple, les intellectuels, genre sciences humaines, si vous voulez. Non, pas du tout. Mais néanmoins, étant donné que j'étais également un amateur de science-fiction, il a bien fallu se rendre à l'évidence. Il y a là un phénomène, cette coïncidence qu'on peut mettre en évidence dans les moindres détails, est un phénomène qui défie totalement notre intelligence. Et donc, j'ai désiré avant tout la mettre en évidence. Alors, j'ai fait un décortiquage minutieux, point par point, des différentes formes d'apparition du phénomène, surtout dans les cas rapprochés, j'entends.
et ensuite des thèmes essentiels tels que l'enlèvement, etc. Si vous voulez, j'ai essayé de recenser les formes psychiques du phénomène. J'ai voulu montrer que le phénomène, dans ses formes rapprochées au moins, semble moulé dans nos catégories, dans nos mythes, exactement. Donc c'est ça, le rêve est bien sorti des livres. Ah, le problème est de savoir d'où il est sorti. Rêve, oui. Si vous voulez, le phénomène s'apparente à une sorte de rêve. Mais dire d'où il est sorti... Alors dire, Bertrand Méhaut, d'où il est sorti, comme vous disiez il y a un instant, vous avez laissé ça dans l'ombre, finalement, si je peux dire, dans votre livre, puisque vous dites c'est le Je le laisse dans X. l'ombre parce que, à l'heure actuelle, dans l'état de nos connaissances, il est absolument ridicule de vouloir donner une origine précise à ce phénomène. Ouais. Ce que j'ai voulu faire, simplement, c'est montrer que, au moins, les cas rapprochés du phénomène ne sont pas des formes indépendantes de notre esprit, si vous voulez, mais apparemment qu'elles semblent puisées dans nos mythes fondamentaux. Cela ne signifie pas nécessairement, pour le moins du monde, que ce soit notre esprit qui crée le phénomène. Je sais qu'il y a des thèses intéressantes qui ont été publiées à ce sujet l'an dernier là-dessus. On en parlera demain, d'ailleurs. On en parlera demain. C'est l'hypothèse parapsychologique, disons. Hein. Bien. C'est la pensée créatrice, quoi. L'idée selon laquelle le mythe aurait une action sur la matière, si vous voulez. Mhm. C'est un modèle intéressant à explorer, mais dans l'état actuel de nos connaissances, rien ne nous permet d'affirmer cela. Imaginons le modèle suivant. Supposez qu'une intelligence X, qui vit dans l'univers quelque part, veuille se manifester à nous. Elle se manifesterait, pourquoi pas, à travers nos structures mentales, de la même manière que lorsque le chasseur indien voulait approcher un troupeau de bisons, il s'induisait de graisse de bison. Cela ne prouve pas le moins du monde que le chasseur indien soit le produit soit créé par le mythe bison, les mythes du bison, pas le moins du monde. Simplement, il y a une intelligence extérieure qui a approché le bison à travers ses structures mentales. Bien. La seule chose qu'on puisse dire à l'heure actuelle, c'est que le phénomène soucoupe est puisé dans nos mythes et que tous les phénomènes concrets, physiques auxquels il donne lieu dans notre environnement semblent emprunter à des schémas mythiques des années 30. C'est ça, ça a donc tout à fait l'allure d'un mythe populaire, en Ça, fait. c'est pourquoi ça a l'allure d'un mythe populaire. Alors les gendarmes courent un peu après un mythe, finalement. C'est une situation assez étrange, oui. Les gendarmes sont en train de courir après un mythe. Bertrand, mais on peut en parler un petit peu avec Henri Gougaud, qui est au téléphone, parce que sur un sujet pareil, il ne pouvait pas faire autre chose que de bondir hors de ses vacances. Quelques instants, Henri, vous êtes là? Oui, je suis là. Vous m'entendez? Oui, très bien. Comment allez-vous? Ça va. Bien. Ben, moi aussi, et j'écoute effectivement ce que dit M. Maheu depuis un moment, là. Je le trouve tout à fait passionnant. Tout à fait passionnant parce que moi, je partage en grande partie son point de vue. Je crois fermement, et je crois vraiment depuis longtemps, au mythe créateur. Je crois que les mythes, on emploie ce terme à tort, en général, parce qu'un mythe, ça veut dire, dans le langage courant, quelque chose qui n'existe pas. Or, le mythe, ça existe et c'est actif. Maintenant, bon, il n'est pas question, je crois, de chercher une explication définitive à ce phénomène que vient de décrire M. Maheu et cette situation qu'il vient de décrire. On n'en est pas capable, on n'en est pas là. Enfin, on peut quand même émettre certaines hypothèses, et je crois que parmi ces hypothèses, celle des matérialisations, celle de l'hypothèse de l'esprit créateur est quand même assez forte, je crois. Qu'est-ce qu'il en pense, M. Maheu? Bon, la tendance actuelle est de faire, si vous voulez, du phénomène soucoupe ou ovni, comme vous voulez, une sorte de variété sophistiquée des phénomènes psy. Oui. C'est-à-dire que, de la même manière que, par exemple, un saint chrétien qui a la représentation de la passion du Christ finit par avoir des stigmates, de la même manière, notre époque, habitée par certains mythes, finit par les concrétiser dans l'environnement.
avec phénomènes inscrits sur radar, photos, etc. Bien, c'est une hypothèse qui, de toute façon, dans l'état actuel de nos connaissances, est impossible à formuler exactement. On peut simplement la retenir. Mais on ne peut pas la distinguer d'autres hypothèses. Aimé Michel avait dit ça joliment dans un article dans la Flying Saucer Review. Il disait rien ne nous permet à l'heure actuelle de distinguer la peau des fesses de Newton de la peau d'un escargot commun, parce qu'ils sont tous les deux issus du même ancêtre. C'est un tissu. Si on regarde sous un microscope, on ne verra pas de différence. Mais si on veut connaître la théorie de la gravitation universelle, on aurait tort d'aller à la chasse aux escargots. Alors, à l'heure actuelle, si on opte prématurément pour telle ou telle hypothèse, par exemple l'hypothèse de la création psi, on va à la chasse aux escargots. Qu'est-ce qui nous prouve qu'il n'y a pas une intelligence X extérieure qui manipule nos mythes pour se manifester dans notre environnement? Nous n'en savons rien. Donc, je me suis amusé effectivement à disons, élaborer ce modèle, mais on ne peut pas le sélectionner comme le meilleur. Oui, mais il n'est pas question, je crois, d'émettre une hypothèse plus solide que les autres, puisqu'on en est au point des spéculations. Je veux dire par là que, bon, ça me paraît pas solide, mais enfin, moi je suis assez séduit par cette hypothèse. Il y en a d'autres, c'est évident, vous le dites. Et finalement, puisque nous sommes en pleine imagination créatrice, il faut en inventer des centaines et des milliers, peut-être, d'hypothèses comme ça. C'est une activité poétique que je propose à tous nos auditeurs, enfin. Ce sera presque le mot de la fin, Henri, d'ailleurs, parce qu'on se retrouvera demain pour la suite d'ici l'ombre. Bertrand Méheux a écrit un livre, je vous rappelle son titre, Science-fiction et soucoupe volante, au Mercure de France, préfacé par Aimé Michel. Merci d'être venu et d'avoir très très rapidement dit en quelques minutes ce qu'il y a dans les presque 400 pages de votre bouquin. Au revoir. Bonsoir. Demain, la suite. Avec, d'ailleurs, on reparlera un petit peu des soucoupes volantes mythes modernes et on parlera d'hypothèses parapsychologiques en particulier. On se retrouvera un jour ou l'autre, hein, Bertrand Méheux. J'espère bien. On aura plus de J'ai pas temps. dit mon dernier mot. France Inter, il est 9h.